Il existe une expression qui dit « Tout ce qui est génial est simple ». Je ne l'ai jamais comprise jusqu'à ce que je rencontre le concept du rasoir d'Occam. C'est pratiquement une loi de la nature. La bonne solution est toujours celle qui est la plus simple. Et maintenant, je vais vous montrer comment nous pouvons empêcher que notre problème le plus grave en Amérique ne devienne un marécage de retour au pouvoir, et comment empêcher le lavage de cerveau de nos enfants. Comment cela a une solution simple, en réalité connue depuis longtemps, mais jamais appliquée. Et dans les 20 prochaines minutes, je vais vous donner, je pense, une réponse précise et concrète à ce que c'est, ou c'est. Vous serez tellement étonnés. En réalité, tout est simple. Je n'ai pas dit facile, j'ai dit simple, et ce sont, mesdames et messieurs, des choses différentes. Le marais va résister de toutes ses forces, et ils en ont beaucoup. Mais commençons par le début. Motivation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? Le propriétaire d'une petite entreprise, disons une épicerie, un petit restaurant, un fleuriste, se lève à 5 heures du matin, file au marché de gros, achète ce qu'il faut, revient, balaie, range, prépare, puis sert, achète. Après la fermeture, il s'occupe de la paperasse, règle les problèmes et pense tout le temps à son entreprise. Parce que c'est son histoire, sa source d'existence, et personne d'autre ne fera autant et aussi bien que lui. Et pourquoi le vendeur du même magasin arrive-t-il ? 10 minutes avant son service pense à tout sauf au travail, et part 10 minutes après la fin de sa journée. Pensez à ça ? Peu importe où il ou elle travaille, magasin, maternelle, institution, chenil ou laboratoire, il ou elle oublie même d'y penser. Pourquoi lui ou elle ? Pourquoi ? Donc, sauf de très rares exceptions, ils ne se dévoueront pas au profit de l'entreprise. Mais le propriétaire se lèvera en pleine nuit, se rappelant qu'il n'a pas mis le beurre au réfrigérateur, et il pensera à où, comment et sur quoi gagner encore quelques sous. En réalité, tout est simple. Le vendeur est laborantin, le gardien est ingénieur à l'usine, l'enseignant, le conducteur de tramway. Ils ne sont absolument pas intéressés par la suite finale. Leurs succès, bien sûr, sont le résultat de ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle un manque de motivation. Ils ne sont pas motivés à produire plus, mieux, moins cher, tout en dépensant moins, mais sans négliger les aspects de l'entreprise importants pour le client. Ils ne sont peut-être pas totalement indifférents, mais ne feront aucun réel effort pour atteindre cet objectif. Et tout cela parce que, qu'on le veuille ou non, ce qui nous appartient est plus proche que ce qui appartient aux autres. De plus, ce qui est à nous est proche et important, alors que ce qui est aux autres l'est peu, voire pas du tout. Et cela, si l'on ne tient pas compte d'une chose aussi simple et compréhensible pour tous, sauf pour les idéalistes qui vivent dans une utopie. Bien sûr, la vérité ne nous permet pas d'obtenir plus de succès dans la construction d'un présent heureux. J'ai déjà construit l'avenir, maintenant j'ai envie de m'occuper du présent, d'être heureux. Alors, nous allons voir comment, à l'aide d'une clé universelle, oui, une clé universelle, mais qui ne s'appelle pas une clé, mais la motivation. Donc, réduire, disons, la criminalité, augmenter la rentabilité des entreprises, tripler ou quadrupler les résultats de ce que nous appelons l'éducation. J'espère que 3 exemples suffiront. Gagner plus, moins de crimes et une éducation beaucoup plus efficace. Et nous allons commencer par les revenus, par le business, son propre business. Nous vivons dans une société à moitié capitaliste, à moitié socialiste. Les entreprises maison un propriétaire, il embauche des employés, trouve quoi vendre et organise où, comment, à quel prix et à qui proposer le produit ou le service. La plupart des employés sont salariés et sont payés non pas pour le résultat, mais pour les heures travaillées. L'employé dort, le travail continue, mais si le propriétaire dort, l'entreprise fait faillite. Peut-être seuls les représentants de commerce. C'est-à-dire que les vendeurs à la commission reçoivent, en fonction des résultats de leur travail, généralement une combinaison de salaire de base et d'un certain pourcentage. Nous disons toujours que le secteur privé fonctionne mieux que, disons, le secteur public ou municipal ou encore appartenant à une société quelconque.
Oui, Finex est nettement meilleur que la Poste des États-Unis et d'autres pays. Au Department of Motor Vehicles, il y a toujours des files d'attente, des foules, des heures d'attente, alors que dans les établissements privés, le service est plus rapide et en général meilleur, et la productivité est plus élevée. Dans le secteur privé, les pompiers privés causent beaucoup moins de dégâts matériels que les pompiers municipaux. Une seule personne motivée à la tête et la productivité augmente, les dépenses diminuent et la rentabilité s'accroît. Que se passera-t-il si chaque personne qui influence d'une manière ou d'une autre les résultats de l'entreprise est motivée comme si c'était sa propre affaire? Des milliers d'intendants achètent des outils, peintures, clous et punaises superflus. Pourquoi? Pour les pots de vin que leur donnent les organisations vendeuses pour cela. Plus tu achètes, plus tu reçois un pourcentage de pots de vin, et ainsi de suite, ils achètent 5 à 10 fois plus que nécessaire. Qui les contrôle là-bas? Et si l'intendant était intéressé, motivé à réduire les dépenses, disons, je vais continuer. La moitié ou le tiers de ce qu'il a économisé, pourquoi lui offrir un cadeau de 10% du prix d'achat? Il y perdrait tout simplement. Ou une machine-outil pour l'ouvrier. La fabrication de pièces sans défaut est récompensée en roubles, ou en dollars dans notre cas, et la production d'une grande quantité sans défaut est bien sûr aussi encouragée. Qu'en est-il du conducteur de wagon qui conduit sans infraction et arrive précisément à chaque arrêt? Va-t-il s'efforcer de continuer à conduire sans infraction et d'arriver et de partir exactement à chaque arrêt, comme on dit? Que se passera-t-il si chacun qui peut augmenter le profit, c'est-à-dire augmenter les recettes et diminuer les dépenses, commence à considérer cela comme sa propre entreprise? Si tous les employés importants pour le succès de l'entreprise sont motivés, leur attitude envers leur secteur sera exactement la même que celle du propriétaire d'une petite boutique, d'un atelier, peu importe, d'une crèche comme je l'ai déjà dit, ou d'un restaurant. Oui, c'est lui. L'employé sera motivé à penser à sa petite entreprise, à imaginer comment la rendre plus rentable, améliorer le service, réduire les coûts. Eh bien, aussi bien du temps que des moyens. Si les entreprises capitalistes d'aujourd'hui motivent le dirigeant ou au maximum la direction ainsi que les vendeurs, comme je l'ai déjà dit, une telle entreprise capitaliste commencera à faire des miracles, non pas un ou deux pour toute la société, mais sur chaque site. Un individu motivé et eux, ils ne perdront pas d'employés qui freinent leurs revenus, qui arrêtent le mouvement vers le profit et le développement. Si l'entreprise capitaliste d'aujourd'hui ne motive que la direction et les vendeurs, oui, alors une entreprise comme celle dont je parle commencera à faire des miracles sur chaque site. Un individu motivé. Et l'entreprise ne perdra pas ses employés, parce que quand tu perds un employé, il faut en chercher un autre, puis il faut le former, et puis il faut voir s'il va s'intégrer ou non, et ainsi de suite. Cela freine la progression vers le profit et le développement. Et partir d'un endroit à un autre, alors que tu as pratiquement ton propre business ici, pourquoi partir? Le turnover du personnel baissera et la formation des nouveaux employés ne posera presque plus problème. Oui, les employés eux-mêmes formeront d'autres employés, car leur salaire, leurs revenus en dépendront. Tout cela va changer radicalement la situation. Pourquoi personne n'y a encore pensé? D'abord, je connais déjà des entreprises qui y ont pensé. Mais pourquoi pendant des siècles des jeunes filles étaient-elles jetées par-dessus bord des navires pour apaiser un certain Poséidon? Ou pourquoi pendant plusieurs milliers d'années on dansait autour du feu pour vaincre les voisins, ou pour que la chasse soit bonne, ou pourquoi? Deux armées avant la bataille s'agenouillaient et priaient le même Dieu qui leur avait pourtant dit « Tu ne tueras point », priant pour mieux tuer, ce même Dieu qui avait dit de ne pas tuer. Vous ne voyez rien d'étrange? Oui, l'Église enseignait « tu ne voleras point » et elle volait la dîme à tout le monde, absolument à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle a inventé que c'était un vol agréable à Dieu, donc acceptable, puis elle jetait en prison pour dette ceux qui ne donnaient en pas. En pensant que tu ne voleras point, et dit sérieusement « Voilà, ne vole pas, pourquoi tu me voles? Sinon, bam, un coup de planche sur la tête et on t'envoie direct au trou. »
Alors, une entreprise, une société, un business, toute activité lancée pour faire du profit, mais quel genre? Toutes les entreprises sont créées pour générer du profit, sauf celles nommées organisations à but non lucratif, créées pour aider les pauvres ou les malades, etc. Mais là, ce n'est plus une entreprise, c'est juste une organisation. Toute entreprise est créée pour générer du profit et fonctionne bien mieux lorsque les employés considèrent leurs responsabilités comme leur propre entreprise. Crimes et châtiments. Parlons des crimes et des châtiments, divisons-les en deux catégories, les blessures graves, les meurtres, les blessures, les meurtres et tout le reste. La suite. Lorsque l'objet du crime était un bien, on a volé une idée, une voiture, incendié une maison, trompé dans un contrat, etc. etc. Je vais maintenant parler de la deuxième catégorie, moins grave, avec laquelle il est plus facile de traiter, c'est tout. Alors, que se passe-t-il chez vous en ce moment? Eh bien, disons qu'on vous a volé votre voiture, vous êtes obligé de louer une voiture en attendant, soit jusqu'à ce que vous en achetiez une nouvelle, soit jusqu'à ce qu'on retrouve l'ancienne. Vous avez payé pour ça? Donc la police cherche le voleur, retrouve la voiture, disons, identifie qui l'a volé, l'attrape, l'enferme, puis le juge, et pendant tout ce temps, ils le nourrissent, le soignent, le lavent, et lui permettent même de regarder la télévision. Je suis presque sûr que même s'ils le jugent, ils découvriront que le voleur n'a rien. Ils le mettent en prison pour 1 an, le libèrent au bout de 4 mois, et pendant tout ce temps, on lui paie le chauffage, l'électricité, l'entretien des gardiens, et tout le reste. Même la glace, les cigarettes. Au bout de 4 mois, il sort reposer et va voler quelque chose dont il s'est mis d'accord en prison avec ses nouveaux copains. Et vous, vous êtes la victime? Disons que la compagnie d'assurance vous a donné de l'argent pour réparer votre voiture, mais en même temps, elle a augmenté votre prime d'assurance. C'est-à-dire que vous avez en fait payé la réparation, la location de la voiture que vous avez prise pour un certain temps. En plus, donc, le coût de la capture du voleur, le temps du studio qui s'en est occupé, les congés payés et la retraite, le gardien et la secrétaire au tribunal, parfois des cours de langues étrangères, de couture et de confection pour le détenu. C'est-à-dire que vous avez perdu, vous êtes puni, la question est, pourquoi êtes-vous puni? C'est tout, et c'est parce que vous êtes la victime. Et le voleur, vous allez demander comment le voleur est puni. Il a passé du temps en prison avec ses camarades, il s'est reposé, il a bronzé, il a bien mangé, il a fait du sport, il ne s'est pas inquiété pour gagner sa vie, et il s'est fait beaucoup de nouveaux et bons amis. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment très bien, bon, c'est clair, oui, mais il ne va pas très mal non plus. L'agent d'assurance, le juge, la compagnie et le capitaine de police s'en sortent bien, il n'y a que vous qui souffrez. Et ça s'appelle la justice. Moi, il me semble que ça s'appelle des balivernes roses. Et quel est le problème ici, vous demandez? Je répondrai la motivation. La clé pour résoudre ce problème se trouve justement dans cette notion. Donc, le schéma numéro 2 est différent, c'est-à-dire un schéma avec la motivation. Amélioré, je dirais même corrigé. Oui, on vous vole votre voiture, on la retrouve, on attrape le voleur, mais ensuite tout se passe différemment. Le tribunal détermine combien il doit et, selon la loi, lui impose de vous verser non seulement la somme due, mais une somme équivalente à 3 fois la dette. Oui, s'il a quelque chose à saisir, cela est vendu aux enchères pour rembourser la dette. Et s'il n'a rien, la compagnie d'assurance lui envoie la facture. C'est elle, pas vous, qui va devant le juge et décide de libérer le voleur pour qu'il travaille. Elle fixe un pourcentage de son salaire. Ou s'il y a un risque qu'il s'enfuit ou qu'il ne travaille pas, alors le voleur va dans une prison privée où il travaille et gagne sa vie. Une partie de son salaire sert à couvrir le coût de son logement, de la nourriture, de l'électricité, des soins médicaux, et le reste sert à rembourser la dette au triple. Vous, en fait, n'attendez rien, votre assurance couvre toutes vos pertes, toutes vos dépenses, plus une compensation pour le temps et les efforts. Disons qu'il a volé une voiture et que la réparation a coûté, disons, 10 000 $, et le reste aussi 10 000 $, donc au total 20 000 $. Pour 3 personnes, cela fait 60 000 $ que le voleur doit maintenant rembourser et vous recevez immédiatement votre compensation. Le tribunal reçoit ces frais
et l'assurance récupère tranquillement son argent avec des intérêts. Si le voleur met 2 ans à rembourser, il reste en prison 2 ans. S'il met 20 ans, il reste 20 ans. Tout est honnête et moral. On vous a volé, merci à vous. Ce sont les contribuables qui ont subi un préjudice à votre propriété, ceux qui ont payé la police, le tribunal, la prison, la détention provisoire, la nourriture, la médecine, le transport. Voilà, les contribuables reçoivent aussi cet argent avec une sorte de prime supplémentaire pour avoir avancé l'argent au départ. L'assurance récupère son argent avec des intérêts, naturellement, et donc ce n'est pas vous qui souffrez dans ce cas, mais le voleur. D'ailleurs, plus il a causé de dégâts, plus longtemps et plus durement il souffre. Je pense que c'est tout à fait juste. Et enfin, et il me semble que c'est le plus important, l'éducation. Probablement 2 sur 100. Possèdent une curiosité intellectuelle. Ce sont eux qui apprendront quelque chose. 2 autres ont de la chance et soit la famille, soit le hasard, soit un enseignant talentueux les pousseront vers l'éducation. Désormais, sur 100 personnes intellectuellement curieuses, il y en aura 2 qui sont intellectuellement honnêtes, et ce sont elles qui font réellement avancer le monde vers le développement et le progrès. Mais, au minimum, la curiosité intellectuelle peut être développée. Et vous avez déjà deviné comment ? Eh bien, grâce à la motivation. Comment fonctionne la motivation dans l'apprentissage, dans l'éducation ? Si, dans le travail avec les clients, il ne faut motiver que le vendeur ou la personne qui fournit le service, dans l'éducation, il faut motiver les 2 parties, et celle qui transmet et celle qui reçoit. Les 2 parties doivent être animées par le désir de réussir, de transmettre avec succès l'éducation au bénéficiaire, à l'élève. Il faut comprendre le sens et l'importance de l'apprentissage, voir le lien avec quelque chose par exemple dont il rêverait, avoir confiance en soi, être impliqué, recevoir des récompenses pour l'acquisition de connaissances. Et aussi, disons, il doit avoir la possibilité de choisir lui-même ce qu'il va apprendre et comment il va l'apprendre. Comme il existe plusieurs façons d'acquérir ou transmettre des connaissances, il doit pouvoir choisir ce qu'il préfère. Pour beaucoup, la gamification est un terme récent, mais cela consiste simplement à rendre l'apprentissage ludique. Le jeu peut devenir peut-être l'appât principal pour quelqu'un. Des points, des récompenses, des bonus pour les réussites, le jeu, les compétitions, l'attribution de niveaux, l'évaluation par le groupe, ce qui est le plus fort pour l'élève, et l'attribution d'un titre. Là-bas, il y a un leader, un explorateur, un assistant. Je ne sais pas organiser des compétitions entre les équipes là-bas. Il faut absolument des classements pour la meilleure amélioration du résultat, pas pour le meilleur résultat, mais pour la meilleure progression. Autrement dit, combien as-tu progressé depuis notre dernière mesure ? Ce sont les premières choses qui me viennent à l'esprit, mais il peut et doit y en avoir plus. Et bien sûr, il faut rédiger un guide pour que n'importe quelle école ou district puisse former les enseignants précisément à cela. Mais il est également nécessaire d'encourager matériellement et immatériellement ceux qui transmettent le savoir des enseignants, des formateurs, des professeurs par leur expérience. Là où la qualité de l'enseignement est liée à la progression des résultats des élèves, une amélioration notable des connaissances et des performances scolaires se produit déjà 2 ou 3 ans après le début de cette expérience. Si l'on met en place une motivation bilatérale, c'est-à-dire à la fois pour les élèves et pour les enseignants, la qualité de l'enseignement et de la transmission des connaissances s'améliore littéralement en un semestre. Comment assécher un marécage ? Imaginons maintenant qu'une expérience ait commencé dans 1 ou 2 États des États-Unis. Nous avons 50 États, chacun, comme le disaient nos pères fondateurs, est un laboratoire, pour ainsi dire. Les spécialistes de la Constitution disent aussi que chaque État est un laboratoire. Quand ça marche dans un État, les autres le voient. Et cette expérience montre que les entreprises fonctionnent de manière beaucoup plus rentable, qu'il n'y a pratiquement pas de criminalité et que les diplômés des écoles secondaires entrent facilement dans les meilleures universités du pays. Vous pensez que personne ne le remarquera vraiment si un tel miracle commence en Floride ou en Arkansas ?
Toutes les entreprises mondiales s'y précipiteront, les écoles privées et universités ouvriront des filiales, et les organisations mondiales contre la criminalité étudieront cette expérience. Et quand l'eau coule de ton robinet, vas-tu vraiment attendre le livreur d'eau et installer un tonneau pour la douche, juste pour que ça coule? Non, tu ne le feras pas, et tu n'essaieras pas non plus de faire rattraper un train express par un corbeau, c'est certain. Ou, disons-le ainsi, c'est une belle idée de revenir aux pigeons au lieu d'Internet. Très probablement, tu ne feras pas cela, très probablement, tout le monde voudra un train express, Internet et une bonne éducation pour ses enfants. Alors, qu'est-ce qui va commencer à se passer? L'espace autour va-t-il commencer à se transformer dans tout le pays, dans le monde entier? Eh bien, je parle du monde, notre monde, oui, civilisé plus ou moins, parce que personne ne voudra rester à la traîne. Et c'est la mort de l'état profond, la mort de l'endoctrinement des étudiants et des élèves. C'est une augmentation brutale du niveau de vie et l'adoption du libre marché et de la liberté comme meilleur modèle de vie. Et ils sont motivés et les gens commencent à créer du nouveau sur la base, eh bien disons sur la base de ce qui a déjà réussi. On leur a déjà montré la voie, ils ne tiennent pas en place, ils trouvent la vie intéressante, et c'est là que nous commencerons à leur enseigner l'avenir. Géorganique Mission Adolescent. L'honnêteté, bien sûr, c'est plus long et plus difficile, mais si on y parvient, alors l'humanité atteindra un tout nouveau niveau de développement. D'ailleurs, écrivez ce que vous pensez de tout cela. Voilà, mesdames et messieurs, si vous avez des idées sur où mener une expérience, faisons-le. Au revoir.